Il parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? L'hospitalité, c'est point fort, nous venons bien le cas venir au pays. Il parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? C'est pas soleil, non, mais seulement tiens, nous, c'est un grand cadre postal. Il parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? On vient chimer, allez, parler, bah, mon Dieu, c'est la paradis, aïe. Il parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Couteau, seulement qui savent, qui profondeur, tiens, j'y au monde. Il parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Il créole, l'anglais, espagnol, hollandais, français, intercambio, cultural. Il parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Racine d'Afrique, palais, Jacques Mellet, qui font Saint-Denis. Il parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Je crois que nous autres Antillais, nous avons une relation ambiguë finalement à la canne et à tous ceux qui tournent autour de la canne. Pourquoi ambiguë? Parce que dans le même temps que le travail dans le champ de canne est vécu comme l'enfer, on a le sentiment que si un jour la Guadeloupe ou la Martinique se retrouvaient sans plantation de canne, ce serait une sorte de perte irrémédiable. Non pas une perte économique seulement, mais une perte symbolique. J'ai envie de dire même une perte de l'origine. En fait, la canne, c'est l'origine. S'il n'y avait pas eu la canne à sucre, la Martinique en elle-même, et peut-être aussi la Caraïbe, n'aurait pas eu la même configuration ni historique, ni ethnique, ni même économique. Donc tout a commencé à partir de la canne. La traite déjà a commencé parce qu'il fallait ramener de la canne pour faire du sucre et faire du commerce. Le travail de l'esclave, c'était la coupe de la canne. Donc effectivement, c'est un travail dur dans un premier temps et dévalorisant aujourd'hui. Puis quand on a fait, tout est né à partir d'apports extérieurs. De là est née une langue, de là est née une culture, de là est née une gastronomie, de là est née une musique, etc. Et donc finalement, c'est un laboratoire énorme pour voir comment naît en fait un peuple, comment naît une tradition et comment naît une certaine forme d'esprit qui, je pense, est aussi un esprit d'avenir. Nous savons que nous sommes un peuple métissé et nous acceptons ce métissage-là avec fierté. Voici tout de suite des précisions concernant leurs obsèques. Les obsèques de Madame Martial Christine Alice, née Mirande, décédée dans sa 81e année, seront célébrées aujourd'hui, lundi 21 avril, aujourd'hui 16h, en l'église paroissiale du François. Le cortège se réunira sur le parvis de l'église. L'inhumation se fera au cimetière du François. Cet avis est diffusé de la part de son époux Gaston Martial, mais également de ses filles.
Malade. Bien. On a racheté lui. Ouais. Pas eux. Ouais. Ouais. Il y a l'autre, je veux dire. Ah, il doit monter bien. Ah ouais. Parce que ça m'a travaillé. Maman. 1085. Bah, on est ensemble. Chez Okawa, ça, a-t-il fait 1000? On s'est fait 140 ans. Et Rémi Drenal. Je suis responsable de l'habitation de l'Union. Mon travail consiste à organiser, planter, gérer l'exploitation qui fait 250 hectares. Nous produisons 20 000 tonnes, entre 20 et 23 000 tonnes de canne. Le champ a été brûlé hier soir. L'incendie, nous sommes obligés de brûler la canne parce que ça facilite le travail des coupeurs. Si vous ne brûlez pas, il a une masse de matière végétale, de feuilles. Quand vous brûlez, le travail va beaucoup plus vite. Ne brûlez pas la canne, le coupeur va récolter environ 1 tonne de canne par jour. Si on brûle, il en coupe 3 tonnes à peu près, 3 à même 5 tonnes. Les bons coupeurs peuvent couper 5 tonnes et même 7 tonnes. Ay, maman me dit moi, ay, papa me dit moi, maman me dit moi, oh lele kalalula. Ay, maman me dit moi, papa me dit moi, oh lele kalalula. Vous avez été au centre comme demain matin? Nous pas venir nous pas plaire. Là il est. Moi aussi même pas qu'à finir filer pièces. Mais il y a Vous avez vu, il travaille encore en plein midi, là. Ouais. Courageux. Oui, mais celui-là est adventiste, il ne travaille pas demain. Jamais! Ah, on va avec toi! T'en es pas en monde? C'est où qu'il faut, As? Je pense que je suis de 11e génération. On n'a pas exactement la date d'arrivée de l'ancêtre, mais ça se situe autour de 1690 ou 97. On ne sait pas exactement. Quand vous êtes né dans une région,
que vous aimez. Et bah, je suis chez moi ou non, je suis très attaché à la Martinique. Je l'aime passionnément. Tout 1996 a été pour nous une année capitale. Je crois d'ailleurs que ça restera dans l'histoire du rhum à la Martinique. On a obtenu ce qu'on appelle une appellation d'origine contrôlée. On nous reconnaît un terroir, le sol soufré volcanique. On nous reconnaît une tradition, on a fait ça depuis pratiquement un siècle et demi. Mais ce qu'on nous reconnaît surtout, c'est une particularité dans notre façon, à nous Martiniquais, de faire du rhum. La Martinique produit une catégorie de rhum unique au monde qu'on appelle du rhum agricole. Alors agricole, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a pris la canne que vous voyez là, on l'a pressée. Le jus de la canne, qu'on appelle du vesou, on l'a fermenté et on l'a distillé. Ça nous a donné un rhum pur fruit, pur jus de canne à sucre, qu'on appelle tout simplement du rhum agricole. Effectivement, on me pose souvent cette question. Vous êtes l'équivalent des grands cognacs et des grands armagnacs. Vous êtes vieilli dans les fûts de chêne de Cognac ou du Limousin. Comment faites-vous pour être déjà 4 ou 5 fois moins cher que les grands cognacs ou les grands armagnacs? L'explication est toute simple. La canne à sucre a une forte carapace qui ressemble à du bois. Et donc, au siècle dernier, il y a un petit malin qui s'est dit, mais si ça ressemble à du bois, on pourrait très bien l'utiliser comme du charbon de bois pour faire fonctionner les machines à vapeur. On a essayé et ça a marché. Et donc, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, en 1997, à l'heure où je vous parle, c'est une machine à vapeur du 19e siècle qui tourne toujours. Elle va tout simplement presser la canne, le jus fermenté, distillé, ça donne du rhum agricole. Et tous les restes de peau de canne séchée que vous voyez là, en fait, on va le hacher par tout petits morceaux. Ça va ressembler d'ailleurs comme 2 gouttes d'eau à de la sciure de bois. Ça s'appelle de la bagasse et c'est très inflammable. Mais cette bagasse-là, en temps réel, on va la cheminer sur un tapis roulant directement dans une chaudière et ça va donc alimenter la chaudière en combustible, nous donner de la pression, pression-vapeur, vapeur qu'on va utiliser pour faire fonctionner toute l'usine. Au niveau écologique, on ne fait pas mieux. Parce que la lumière que vous voyez qui alimente le musée, la machine informatique, le réfrigérateur ou la caisse enregistreuse, c'est un groupe électrogène qu'on a branché sur la machine à vapeur et qui donc va nous alimenter en électricité, nous donner toute l'énergie pour faire fonctionner toute l'usine. Nous qu'on traitait de ringards il y a un certain nombre d'années, à l'époque où justement le fuel, l'essence et le gazoil étaient à la mode, on nous trouve particulièrement avancés parce que nous faisons du recyclage de déchets, nous faisons de l'économie d'énergie et nous utilisons des énergies renouvelables. Et ça nous permet d'avoir un coût moindre. En plus, la canne à sucre, la filière canne, la filière sucre, la filière rhum, qui à l'époque paraissait complètement obsolète il y a une dizaine d'années, est aujourd'hui, nous le pensons et nous en sommes convaincus, une filière d'avenir. La culture de l'an 2000, certainement, et davantage encore. Depuis notre samedi. Non. Encore doit dire pas Tout le monde va Ensemble. là.
5. Le coupeur est payé à la toise. La toise, c'est une mesure ancienne qui est de 2 mètres. Et il est payé sur la longueur, le nombre de toises qu'il a coupées. La toise est payée 1,46 franc. Généralement, le planteur a 4 rangs de canne, puisque la canne est plantée en rang de 1,70 m. Et il est payé en fonction du nombre de toises qu'il a coupées. Et puis, 5 par 4. 5 par 4. Ça 48. C'est libre, il fait ce qu'il veut. Il peut travailler 1 heure, 10 minutes, et il peut travailler 3 heures, 5 heures, 8 heures, 10 heures. Il veut, il peut. Tant qu'il y a de la canne à couper, il coupe. Pour un coupeur, le rendement moyen, il y en a qui peuvent se faire 500, 600 toises dans la journée, et puis d'autres qui en font 50. Ben, il y a des gens plus forts, plus courageux. Je pense que c'est surtout une question de courage. Je m'appelle Mme Victime Ginette. Je suis commandeur. J'occupe tous les travaux de la canne. Et t'as fait combien? Et t'as commencé dans là? Ou pas qu'à vous chez nous même. 47. Depuis 79, j'ai été commandeur. Avant, je coupais de la canne. Et puis, je fais tout ce qu'il y a à faire auparavant. Je cerclais les cannes, je plantais, je faisais avec la plantation aussi. Et maintenant, je fais commandeur. Le travail est très pénible. C'est très pénible. Et surtout une femme pour une femme. Il faut avoir de la patience avec les gens maintenant, puisqu'on est en train de vous injurier, de dire toutes sortes de bêtises. Ah, il y a de toute qualité de bêtises. Le gars trouvé, c'est pas pour commander. Parce que je vais passer des péripéties et puis là. Ouais. Mais ça fait 18 ans que je suis là. Cette année-ci. Ouais. Mais je suis là avec eux. Je me supporte bien avec eux. Mais j'ai déjà 60 ans. Hein. Je pars pour mon 61 ans. Cette année-ci. Et je vais laisser en décembre. Je ne vais pas continuer. La machine, en principe, à vrai dire, la machine remplace, je ne peux pas vous dire combien de coupeurs à peu près, près de 20 coupeurs à peu près. Pour couper avec la machine, il faut un terrain super préparé. Comme vous savez, ici, la plupart des terrains sont plutôt montagneux, parce que la machine ne passe pas partout. Hein. Il y a des côtes que la machine ne peut pas passer. Même si la machine passe, mais le tracteur et le chariot n'arrivent pas à suivre. Et la machine ne peut pas remplacer l'homme à 100%. Il faut toujours quelques coupeurs de canne. Pas beaucoup, mais il faut toujours des coupeurs de canne.
Ce qui me plaît, si vous voulez, dans ce domaine-là, c'est que mon père était un ancien économe. Et ma mère était une maresse de canne. Alors moi, c'est pas parce que je suis là-dedans, mais je l'aime. Si vous voulez, c'est la culture de mon pays. Ça me plaît. Je me plais très bien. Je sais que je suis là pour 90 jours, un peu bousculé. Et puis après, c'est le relax. 1158, 1160, c'est 9. En tout. 180 chacun. Ah, ça vous fait photo bon encore de canne pour les nous descendre là-bas pour nous faire ça pour ben voir de canne. Qui mon nom? C'est ici. Yo ka fait photo à bas, les autres li. Non, c'est d'accord, je vous fais photo là-bas. Écoutez, il y a 220 l'autre côté là. Et quand mon n'a puis mon côté tout travail ensemble. Ah ouais. Quand mon n'a là on tenu 55 là. Ah ouais. Alors, cette canne, elle est récoltée chaque année de manière saisonnière. La récolte commence à la fin du mois de février et se termine vers la fin du mois de juin. C'est une récolte qui se fait de deux manières. Elle se fait ou à la main avec des grands sabres, qu'on appelle ici des coutelas. À ce moment-là, nous employons 50 ouvriers saisonniers qui viennent en général d'une petite île au sud de la Martinique qui s'appelle Sainte-Lucie. Ou alors la récolte, elle est faite carrément à la récolteuse. Alors, à la récolteuse, nous avons très peu de cannes ramassées comme ça, puisque nous avons des terrains très très pentus ici dans le Nord Atlantique. Donc seulement 20% de la canne ramassée à la machine et tout le reste à bras d'homme. La main-d'œuvre, elle est de plus en plus rare. Nous sommes obligés de faire venir des gens de l'extérieur. Et c'est très compliqué. Il y a plutôt les 7 Lucie, des Anglais. Coupe la canne. Ils coupent vite aussi. Hein. Ils sont très rapides. Ils sont habitués. Bon, pour moi, c'est la première fois. Bon, je trouve que ça peut aller pour moi, mais pour eux, ça va vite. Hein. Il y a plus de surplusiens que les Martiniquais. Mais les Martiniquais sont vraiment paresseux parce qu'ils sont peur du soleil. Et en plus, la cellule nous donne de l'argent pour rien. Alors, moi, je vois les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas faire la coupe de la canne. On voit que la canne est dure. C'est dur, vraiment très dur. Mais pas facile pour une journée ici. Nous, aux Antilles, quand on parle par exemple d'un coupeur de canne, c'est pratiquement dénigrer quelqu'un, quoi. Alors la personne peut faire, c'est pas moi, faire autre chose, toucher un mus sans travailler, c'est pas de notre faute, mais c'est comme ça. Alors c'est pourquoi, comme à Sainte-Lucie, c'est un pays indépendant, bon, si vous voulez, c'est pas moi qui vous apprendre qu'il existe beaucoup de misère, il n'y a pas beaucoup de travail là. Alors ils préfèrent venir ici pour 90 jours pour faire un peu d'argent et puis repartir, quoi. Et comme en principe ce sont des très bons coupeurs de canne, alors je pense qu'on est très satisfait d'eux, quoi. Alors, tout le monde a dit que les autres cabines couper canne ici parce que les autres plus fort passer c'est pour ici à couper canne. C'est ici à pas couper canne. Ouais, depuis au soir là, tu mets ta suie, il dit il passe à point. Il tout cas quitter canne, il va battre. Et bien tu as blé canne couper. Il faut ouéter pour couper. Et comment il y a ça qu'a fait pour les autres qui arrivent vite comme ça? Les autres techniques. C'est vrai que nous habitons de travail. C'est mon gars arrête. C'est ici, bon, vous faites des marches là pour gagner pour l'argent. Si vous ne faites pas des marches, vous ne pas faire l'argent. Des bouts habitués. Travail, des bouts petits. Ou commencer à travailler, ou obligé de travailler pour tout le temps. Il n'y a plus de boulot.
L'ananas, c'est ça. L'ananas que je cueille dans la canne. Bon, la canne, l'ananas, la banane. Et moi, je travaille dans la canne là maintenant. Au lieu de fumer de l'herbe, comme les autres sont en train de faire, je préfère de couper de la canne. C'est mieux. Bon, c'est pareil. Mais vous fait, aux autres cas, pensez c'est parce que vous pas les fait ou bien parce que c'est les autres qui viennent faire à la place. Mais vous n'avez pas de problème ici, non? Non, nous n'avons pas de problème avec personne. Bah, j'ai un problème. Donc finalement, chaque année, les autres cas viennent sans qu'est-ce qu'il y a de problème ici. Ouais. Moi, c'est monsieur qui a vécu, non? C'est pas nous qui venons pas connaître. C'est lui qui a vécu, non? Les bousins, non? Qui a vécu, non? Qui a vécu. Bah, la nous pour nous en venir. Chaque les bousins, non? Nous avons venu ici 4 mois. Nous avons fait 4 mois. Si c'est 3 mois, nous avons fait 3 mois, nous avons payé des ans. Parce que nous ne sommes pas venus par contre, c'est lui qui a vécu. M'apporte de l'argent. Ouais. Oh bah. Ce système là toujours. Non. Rivalier. Oui. Oui. Vitilin. Oui. Aïe aïe là. Martin Elise. Edouard Tinisso au cabane. Ouais, encore mieux. Ouais. C'est toi, Williamson. Ah oh. Ah. C'est la glace à russe. Charlemagne. Aïe, ça, ou calé quand même. Et aujourd'hui, de façon assez paradoxale, l'intérêt que porte le tourisme pour justement nos techniques anciennes de recyclage de déchets, d'économie d'énergie, redonne un peu, au travers du regard de l'autre, redonne un peu d'intérêt aux Martiniquais sur son propre travail. La couleur du jus de canne, c'est la couleur naturelle, hein? Parce que c'est pressé avec l'écorce, donc ça se colore en vert, comme bon le jus de canne. C'est très très bon, ça se Comme voit, le hein? cidre doux alors. Et je vous avoue que pour nous, c'est particulièrement intéressant parce que ça réhabilite tout ce travail qui a été pendant trop longtemps complètement déshumanisé et trop longtemps avilisé et trop longtemps déconsidéré. Beaucoup plus calme et plus frais, n'est-ce Ah oui, pas? on s'entend mieux. Hein? Ça va mieux. On vient juste de traverser le chai de stockage de rhum paille et de rhum ambré. Le rhum paille, c'est celui qui reste donc 18 mois dans ces grands foudres de 35 000 litres. Alors, ces foudres-là, on en a 64, ce qui représente 2 240 000 litres de rhum paille et de rhum ambré. Alors, ici, donc, nous sommes dans le chai de rhum vieux. Hein. Je vous ai dit que le rhum était stocké minimum 6 ans dans ces petits tonneaux qui font à peu près 200 litres. On a essayé des bois locaux pour le vieillissement du rhum, mais bon, il n'y a que le bois de chez vous, hein, que le chêne qui convienne, hein, tout à fait. Au vieillissement de notre alcool. Eh bien là, il est plutôt boisé, caramélisé aussi si vous voulez, une odeur de bonbons. Je ne sais pas si vous ressentez une très bonne odeur, une odeur de bonbons, caramel, tout comme ça. Et puis nous avons le rhum, le millésime 79. C'est un autre rhum, c'est un rhum qui est beaucoup plus âgé. Si vous voulez, nous allons faire une dégustation. Vous voyez déjà au niveau de la couleur, il n'y a pas la même couleur. Il est plus foncé même si vous voulez. Au niveau de l'arôme, ça n'a rien à voir avec le vieux de 6 ans. D'autre part, à travers le fût, il y a une part qui s'évapore, hein, une partie d'alcool hein, qui doit représenter 7% de perte par an. Hein, cette part s'appelle la part des anges, comme pour le cognac, et c'est une part que nous compensons chaque année en faisant ce qu'on appelle le houillage. Hein. Les touristes viennent faire un voyage à travers le 19e siècle. Parce que là, vous êtes dans les temps modernes de Charlot, les romans de Zola,
les grosses machines à vapeur qui tournent, qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc, quelque part, si vous voulez, c'est un voyage à travers le temps. C'est une découverte de patrimoine. Vous parlez toujours de paradis, connaissez-vous vraiment la Caraïbe? L'hospitalité, c'est point fort, nous venons bien le cas venir au pays. Vous parlez toujours de paradis, connaissez-vous vraiment la Caraïbe? C'est pas soleil, non, mais seulement tiens, nous c'est un grand cadre postal. Vous parlez toujours de paradis, connaissez-vous vraiment la Caraïbe? On vient chimer, allez parler, bah mon c'est la paradis, aïe. Vous parlez toujours de paradis, connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Couteau, seulement qui savent, qui profondeur j'y au monde. Vous parlez toujours de paradis, connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Qui créole, anglais, espagnol, hollandais, français, intercambio cultural. Vous parlez toujours de paradis, connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Racine d'Afrique, à parler, Jacques Mel et puis Fon Saint-Denis. Vous parlez toujours de paradis, connaissez-vous vraiment la Caraïbe? La rivière qui descend dans le même Caraïbe, là, il descend dans le ciel. Vous parlez toujours de paradis, connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Depuis où venez en foi, ou toujours en vie, oui, tourner là. Caraïbe, ok, la presse à Ibigo. C'est l'ici, gros île, c'est Friday night, c'est la pour nation. Trois tonnes 910. Ok. Restez là, arrêtez. Allez, on peut toucher ça. Arrêtez là. Restez là. Arrêtez là. J'ai appris à aimer Marie-Galante de loin. Je pensais qu'il y avait autre chose en dehors de Marie-Galante, beaucoup plus intéressant. Et je m'en suis aperçu que je m'étais trompé. C'est la raison pour laquelle je suis retourné vraiment avec le cœur y vivre. J'ai travaillé avant dans les services à l'hôpital Rothschild à Paris. J'avais la nostalgie du pays, donc je suis retourné à la terre, quoi. Sachant que depuis mon plus jeune âge, je suis agriculteur depuis dans le ventre de ma mère. Nous allons garder le caractère agricole et rural de Marie-Galante. C'est ça qui fait d'ailleurs le charme et toute la beauté de cette île. Quand vous entendez parler de Saint-Moulin, c'est agréable. C'est seulement à Marie-Galante que vous voyez que les gens travaillent la canne comme on le fait autrefois. Avant, nos parents, ils avaient seulement 2 hectares de canne pour y vivre. Donc ils ne pouvaient pas rejoindre les 2 bouts. Aujourd'hui, pour s'installer en agriculture, il faut avoir une dizaine d'hectares. Moi, j'ai de la canne, je fais de l'élevage bovin, j'ai des caprins, j'ai des choses quoi, qui me permettent de me compenser pour avoir un revenu. Et avant, ce n'était pas possible, quoi. Parce que toutes ces terres que je suis là, ça n'appartenait pas à mes parents avant. C'était aux Blancs, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus de colons, quoi. Nous sommes propriétaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'espace. J'ai quand même 5 hectares ici, j'ai 5 hectares de l'autre côté, quoi. Avant, ça n'existait pas. Donc, c'était difficile. Les gens ne pouvaient pas vivre. Mais aujourd'hui, on peut y vivre de l'agriculture dès qu'on a une formation, dès qu'on a la surface nécessaire. Aujourd'hui, Marie-Galante appartiennent aux Marie-Galantais. Et il faut manifestement qu'on retourne parce que
nos aïeuls ont quitté. Je parle en connaissance de cause parce que c'est vrai que je me disais des fois que pourquoi la canne, pourquoi je suis retourné quoi. Hein? Mais l'histoire, c'est du passé. Je pense qu'il faut quand même passer un trait quand il faut passer un trait à un moment donné quoi. Et puis redonner espoir à Marie-Galante. Il n'y a aucune solution viable pour Marie-Galante de la canne, à l'heure où je parle. Réalise un rêve en aboutissant à cette habitation. Vivre heureux dans un contexte préservé. Toute l'habitation Bellevue est cultivée en culture biologique. Donc on est hors du temps, dans une distillerie qui est elle-même hors du temps, avec des concepts de production qui ne sont malheureusement pas, si on parle en termes économiques, ce qu'il faudrait avoir, mais en termes humains et en termes d'avenir qui seront porteurs. Nous revendiquons la différence. Marie-Galante s'engage dans une guerre contre tout ce qui est normalisation. Déjà, il ne les a pas mis dans l'acte. Il y en a certains qui sont... J'ai acheté des boulons neufs. Hein. Nous voulons rester ces toutes petites unités de production qui produisons un rhum à titre même confidentiel pour les amateurs éclairés. Non, il n'y a pas de secret. Les secrets peut-être de fabrication, oui. Il faut savoir manier les degrés, la température, la vapeur, le volume. Et puis il faut connaître surtout le fonctionnement de la colonne à distiller. À l'usine, ils avaient des problèmes avec les grosses colonnes qu'ils ont là. Eh bien, ils sont venus me chercher pour me demander où il faut soutirer le rhum. Parce qu'ils avaient de l'alcool à 90-95. Ils ne pouvaient pas deviner où faire un piquetage pour extraire le rhum. Alors par expérience, eh bien, j'ai été, j'ai dit bon, c'est ici qu'il faut faire le piquetage. Et tout de suite le rhum a coulé à un degré normal et un parfait normal. Le secret, il est là, c'est l'expérience. Oui. Il la distille avec beaucoup de parcimonie, il révèle ses secrets justement très lentement, parce qu'on est une petite distillerie, on n'est pas équipé comme les grosses usines, nos concurrents. Donc le savoir-faire est quelque chose de primordial et l'amour du métier est quelque chose de primordial. Tout ça, c'est un art. À Bellevue, c'est un art et c'est ce qui fait la qualité du rhum. Si sans mariage ou besoin, si sans fiançage ou n'a pas cherché. Là, on va ça, moi. On va boire tout ça, non? À chanter. Parti Bougon. Ah ben je vous avais perdu moi d'abord. Allez là, vous m'aviez perdu, quel dommage. Tant pis pour vous, hein, vous avez raté l'essentiel.
Oui, je vais vous expliquer la différence entre les rhums. Alors, Manuela a commencé à nous préparer le petit punch. Alors, elle a mis une mesure de sirop de sucre de canne, alors qui n'est pas servi pour le petit punch. Voilà, mesdames, excusez-moi. De l'interdit, qui est à base de bois bandé, de noix de cola, de gingembre. Donc ça, c'est un cocktail de toutes ces épices que vous retrouvez ici aux Antilles. Ah ben vous en avez là? On peut trouver ça, oui. Voilà, interdit, voilà. C'est pour les hommes, c'est un truc d'homme. Faut faire attention, hein, parce qu'après on fait des Oui, on bébés. m'a dit, il faut pas abuser non plus parce que ça peut faire l'effet inverse aussi. On peut faire des bébés après, hein. Vous êtes seul en Martinique? Oui. Ah, c'est dommage. Bah, écoutez, tant pis, ça ne sera pas pour vous l'interdit alors. Ah, j'en ai une petite bouteille pour mon retour. Ça vous aide? Il faut vraiment être accompagné. Ah, ben c'est fait pour, hein, donc il faut que toutes les conditions soient réunies. Alors, monsieur dit que ça ne marche pas sans y avoir goûté. On va lui faire goûter. On va le goûter quand même. On va le goûter. De toute façon, Où est votre doudou, monsieur? Où est votre doudou? Elle est là, la doudou? C'est celle qui ne veut jamais goûter le rhum. Ben, attention, hein. Préparez-vous. Hein, le monsieur, il goûte de l'interdit. Donc, bois bandé, noix de cola, gingembre, tout ce qu'il faut pour les petits garçons. Elle n'aime pas tellement. Voilà. C'est ce que tu vas pas dire quand même. Elle essaie déjà de quoi. Ça va mieux? Je sais pas s'il y a des risques. Il y a une expression de Césaire que j'aime, soleil liquide. Le rhum, c'est un peu cela. C'est-à-dire que c'est le feu, c'est la combustion, c'est, je dirais, le véhicule d'un certain voyage. J'ai une image dans la tête de personnes qui ne sont pas réellement saoules, mais qui ne sont pas non plus réellement nettes. Je dirais qu'ils sont un petit peu embrumés, et je vois un peu ce regard perdu, méditatif de cette personne, par exemple au crépuscule. Et on a l'impression que le rhum a servi de véhicule, de loa, pour parler comme les Haïtiens, de monture, pour pouvoir passer d'un monde à un autre. De quel monde à quel autre monde? Peut-être d'un monde de la désespérance, peut-être d'un monde de la survie, à un monde peut-être qui n'est pas forcément marqué par l'espoir, mais qui est marqué par la vanité de la souffrance. Il n'y a pas de société préexistante à la colonisation. C'est-à-dire que les sociétés précolombiennes ont disparu, les Caraïbes, les Arawaks, etc. Donc en fait, tout est né à partir d'apports extérieurs. Ce sont les Blancs qui sont arrivés avec les Noirs, qui ont emmené les Indiens, etc. La coupe de la canne, finalement, je suis ici aussi bien de Blancs, de Noirs, d'Arabes et d'Indiens, si vous voulez. Et donc, je suis ce qu'on appelle un créole, c'est-à-dire né à la Martinique, ayant vécu à l'intérieur même de cette petite société, si vous voulez, où tout un chacun se côtoyait et où a émergé une nouvelle forme de culture, d'ailleurs, que certains appellent la créolité. Celle-là, et plus vous la renforcez. Donc ça veut dire que tous les assimilationnistes, tous les intégrationnistes de tous bords ont déjà perdu la bataille d'avance. Quand on parle d'intégration aujourd'hui, ça fait des siècles que nous intégrons. Quand on parle d'ouverture ou de tolérance, ça fait des siècles que nous tolérons. La culture antillaise aujourd'hui, c'est une culture de demain. La créolité, c'est une culture du 21e siècle et je suis particulièrement optimiste sur l'avenir de cette culture-là. C'est parce qu'elle est renforcée à la racine même qui est la racine résistante.